Bonsoir. J'aime bien le silence qui se fait quand je commence à arriver ici. Puis je dis, c'est là que ça commence. Donc, bienvenue au Cœur des Sciences. Je me présente, je suis Stéphane Schex, j'en suis la directrice. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Vous avez fait un très bon choix de choisir la fraîcheur de notre amphithéâtre ce soir. Très bon choix aussi parce que nous avons deux invités de marque ce soir pour nous parler de la façon dont les terrains privés et leurs propriétaires peuvent jouer un rôle crucial dans la protection de la biodiversité au Québec. Alors, ce soir, nous avons donc le plaisir d'écouter et d'échanger avec Louise Gratton, qui est consultante en écologie et en conservation, spécialisée en protection, aménagement et restauration des milieux naturels. Elle est aussi cofondatrice de Corridor Appalachien et elle est actuellement présidente de Nature Québec. Ça, c'est un petit résumé de son CV. Il était très long. Nous avons aussi Catherine Turgeon, qui est biologiste en écologie aquatique et professeure au département des sciences naturelles de l'Université du Québec en Outaouais. Et elle est aussi co-titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux sociaux de la conservation. Donc, pour le sujet de ce soir, nous avons les deux bonnes personnes. Avant de leur laisser la parole, j'aimerais remercier tout particulièrement pour leur soutien le réseau de milieux naturels protégés, qui a eu la très bonne idée de nous contacter pour organiser cette soirée et qui nous soutient pour l'organiser. Et je remercie le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, le partenaire de notre programmation de conférences. Merci évidemment à toute l'équipe du Cœur des Sciences qui est en coulisses et qui fait en sorte que tout se passe comme vous le souhaitez. Quelques mots aussi sur le déroulement. Donc, nous allons avoir une conférence à deux voix pendant à peu près 50 minutes, peut-être 1 heure. Je pense qu'elles sont pas mal bavardes, qu'elles ont beaucoup de choses à dire, donc on va peut-être dépasser un peu. Mais après, donc on aura une période de questions, donc n'hésitez surtout pas. On a installé 2 micros de chaque côté de la salle. Vous vous levez et puis je distribuerai la parole d'un bord et de l'autre. Alors évidemment, je vous demande des questions concises pour qu'on puisse passer tout le monde. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous laisse avec Louise et Catherine. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Super. Donc, aujourd'hui, moi et Louise, on va vous parler de la biodiversité et de la conservation au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on entend par terres privées protégées? Puis, est-ce qu'on les protège pour la vie ou non? Donc, ça va être le sujet de notre présentation aujourd'hui. Hop là. Good. Donc, on ne vous apprend rien. Je pense qu'il faut avoir vécu sous une roche pour ne pas savoir que ça ne va pas super bien, la biodiversité, dans le monde présentement. Donc, des rapports récents font foi que 69 de nos espèces sont menacées présentement. Donc, il y a un déclin moyen mondial de plus de 69 de nos espèces. Et au Canada, ce n'est pas beaucoup plus reluisant. Donc, 59 de nos espèces sont en déclin ou en péril au Canada depuis les années 70. Donc, clairement, la situation n'est pas vraiment reluisante en ce qui a trait à la biodiversité. Au Québec, on est quand même un territoire qui est quand même assez riche. On a plus de 30 800 espèces fauniques, une grande biodiversité, une grande diversité d'écosystèmes. Mais sur cette diversité d'organismes-là, il y en a pas une grande majorité, mais il y en a quand même beaucoup qui sont menacés ou vulnérables. Donc, on a plus de 660 espèces qui sont sur la liste des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées menacées. Et vous avez le pourcentage sur le côté ici. Donc, clairement, nos amphibiens et nos reptiles ne vont pas super bien présentement au Canada, au Québec et au Canada. Donc, ça commence à être assez préoccupant. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous parler, ça va se décliner sous 4 grands thèmes. Donc, premièrement, on va vous parler un petit peu plus de ce que c'est la biodiversité, ce que c'est la conservation et où on en est au Québec présentement en conservation. Louise est une spécialiste de la conservation volontaire. Donc, Louise va vous parler plus en détail de la conservation volontaire. C'est quoi ça, la conservation volontaire, et qu'est-ce que ça implique? Après, je vais vous parler, moi, des positions, des perceptions des propriétaires privés, parce que vous allez voir assez rapidement que si on ne va pas en terre privée pour faire de la conservation, on n'y arrivera pas au Québec. Mais le propriétaire privé est assez frileux. Donc, on va vous parler un petit peu de la perception de la conservation vis-à-vis de comment les propriétaires privés perçoivent la conservation. Et on va finir avec des petites conclusions et discussions. Donc, sans plus tarder, je laisse Louise y aller.
Merci. Alors, j'ai beaucoup d'amis dans la salle qui apprendront peut-être pas grand-chose de ma partie de la présentation. Une chance que tu es là, Catherine. Par contre, je voulais juste leur dire que je les aime beaucoup venir à Montréal une journée qui fait chaud comme aujourd'hui. Ils m'ont délogé de ma campagne. Alors, des causes directes, parce qu'il y a des causes indirectes. On ne voulait pas faire une présentation qui dure 3 heures parce que c'est un vaste sujet. Mais disons qu'on va parler des causes directes de la perte de biodiversité. Je ne suis pas là certaine que même les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, dans la salle, seraient capables de nous dire que la première cause... Ah, tu nous as fait de l'animation, toi, là-dedans, hein? C'est ça, attends une minute. Ah oui, c'est ça. Bon, OK. Perte et fragmentation des habitats. Parce que c'est bien beau dire que, bon, il y a plusieurs espèces qui sont en mauvaise posture, que leurs populations sont en déclin, puis même qu'ils sont sur la voie de l'extinction. Mais pourquoi? Souvent, c'est en lien avec leur habitat. Donc, perte et fragmentation d'habitat. Les espèces exotiques envahissantes ont... malgré le fait qu'on dit quand on détruit un habitat ou qu'il y a de la fragmentation par des routes de leur habitat, on ne pense pas souvent aux espèces exotiques envahissantes. Quand moi j'ai commencé en biologie, on n'en parlait à peu près pas. On a commencé à parler de la salicaire dans les années 90 à peu près, même si le frère Louis-Marie, en 1942, il avait essayé de les enlever du bord du lac Saint-Pierre aux lance-flammes. Rien de moins. Mais aujourd'hui, avec tout le transport de la marchandise, avec tout ça, on a de plus en plus d'espèces exotiques envahissantes qui deviennent vraiment un problème pour nos espèces indigènes. Ensuite, on a la crise climatique. On entend tellement parler. D'ailleurs, on entend beaucoup plus parler de la crise climatique et des changements climatiques que de la crise de biodiversité. Pourquoi? Parce qu'on a chaud, comme aujourd'hui, ou qu'on a les pieds dans l'eau quand il y a des inondations, ou qu'on a des verglas qui nous enlèvent l'électricité pendant quelques jours en plein hiver. On le sent immédiatement. Mais la crise de la biodiversité, c'est un peu comme la grenouille dans l'eau chaude. Hein? On la met dans l'eau tiède, elle est bien, mais là, l'eau réchauffe tranquillement, elle ne s'en rend pas compte. Bien, on est un petit peu de même, nous autres, les humains, par rapport à la crise de la biodiversité. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est juste qu'on n'a pas conscience que c'est en train de se produire réellement. Alors, c'est pernicieux comparativement au changement climatique. Mais la crise est aussi importante et c'est très relié, comme vous pouvez voir. Et finalement, la pollution. Et puis la pollution, je vous dirais que c'est surtout, là, mettons si on avait à classer, là, surtout pour les milieux aquatiques, encore des gros problèmes en termes de pollution dans les milieux aquatiques au Québec. Alors, mettons qu'on résume ça. Si on pouvait s'attaquer et régler ces 4 grands problèmes-là, déjà, on aurait gagné la manche, puis il y a beaucoup d'espèces qui pourraient se restaurer, puis qui pourraient revenir à des populations qui sont viables. Mais pour l'instant, un peu comme pour les changements climatiques, puis les objectifs qu'on s'est fixés, puis qu'on n'a pas l'air de vouloir atteindre, on s'en va pas dans la bonne voie. On a eu pourtant, à l'automne dernier, en fait en décembre dernier, je devrais dire, la COP 15, qui est la COP pour Conference of Parties, ou je ne sais pas comment traduire ça. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me traduire ça là, dans ça? La conférence des parties. Bien, c'est toujours quand c'est facile à traduire que je ne suis pas capable de traduire. En tout cas, alors la conférence des parties, c'était la 15e fois qu'ils se rencontraient. Ils se rencontrent à tous les 2 ans pour dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis c'est vraiment par rapport à la crise de la biodiversité, parce qu'il y a une autre COP pour les changements climatiques. Et ils ont identifié 23 façons de régler les problèmes qu'on avait avec la biodiversité. J'ai retenu ici seulement les cibles qui étaient directement liées à la biodiversité. Les autres, c'est plus indirect. Donc, puis pour le sujet qu'on traite ce soir, pour voir comment est-ce que les propriétaires peuvent s'impliquer, c'est vraiment par rapport à ces cibles-là qu'on veut parler. Alors, la première cible, planification spatiale, participative et inclusive de la biodiversité, incluant les Premières Nations et les communautés locales. Bon, déjà, on a fait un pas en avant. Là, dernièrement, là, on a eu une politique sur l'aménagement. Oh non, excusez.
l'architecture et l'aménagement du territoire. Puis là, récemment, on a déposé les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Et puis, on consulte les gens. Bon, on les consulte peut-être pas la façon dont moi je voudrais qu'on les consulte, mais au moins il y a une ouverture à consulter les gens pour qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, on est quand même sur la bonne voie. Mais de planifier, de consulter, ça ne veut pas dire que ça donne des résultats sur le terrain. Hein? On s'entend là-dessus. On a des cibles qui sont plus précises. On voudrait que 30 des écosystèmes terrestres soient restaurés. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui sont dégradés. Puis ça, c'est vrai dans tous les biomes, partout sur la planète, il y a des écosystèmes qui sont dégradés. On pense juste à la forêt du sud du Québec. Il reste encore quelques beaux morceaux, mais à l'époque, l'espèce dominante, c'était l'érable à sucre. Aujourd'hui, c'est l'érable rouge, qui est une espèce qui est beaucoup moins intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de coupes, il y a eu beaucoup de terrains qui n'étaient pas propices à l'agriculture, qui ont été défrichés, puis qui reprennent en essence, qui sont moins intéressantes. Il y aurait un énorme travail à faire de ce côté-là, dans le sud du Québec. Puis aussi, restauration, donc cesser de couper à certains endroits pour laisser les forêts devenir vieilles, parce qu'il y a des espèces qui dépendent des vieilles forêts. Bon, là, c'est un autre sujet qu'on pourrait vous parler longuement. Cible 3, conservation de 30 des terres. Donc, vraiment avoir un statut de conservation de 30 des terres. Puis si vous avez lu la presse ce matin, on parlait des seuils qu'on est en train de dépasser, là, puis pour que des écosystèmes fonctionnent à l'échelle de la planète, il faudrait avoir retenu 50 à 60 des milieux naturels. On est déjà dépassé ce seuil-là, on est en bas de ce seuil-là planétairement. Au Québec, on a des régions qui sont vraiment en mauvaise posture, mais si on fait un général pour le Québec, on est encore relativement en bonne posture à cause de nos grandes forêts boréales et puis tout ça. Mais planétairement, on est en mauvaise posture. Ensuite, stopper les extinctions. Bien, on a parlé, l'extinction des espèces induite par l'homme, par les activités anthropiques, et aussi la planification urbaine pour améliorer la connectivité. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tantôt ce que ça veut dire, la connectivité, mais ça, c'est les 5 cibles que si on s'y attaquait, on réglerait probablement beaucoup de problèmes. Une autre chose auquel on ne pense pas tout le temps, c'est la forêt tempérée. Puis ça, c'est drôle parce que moi, j'ai vu ça à un moment donné dans une revue scientifique, puis je n'avais jamais entendu parler de ça. La forêt tempérée, c'est où on vit. C'est où la majorité des Européens vivent, et puis aussi une partie de la Chine, le Japon, la Nouvelle-Zélande, ça fait partie de la forêt tempérée. Mais si on regarde à celle qui est à notre niveau, là, c'est là que les gens vivent. Or, on entend beaucoup parler de la disparition des déserts, la disparition des savanes, des prairies, la disparition des forêts tropicales, humides, puis tout ça. Mais si vous regardez la prochaine diapositive, la forêt tempérée, qui est la 3e à partir d'en bas, est probablement un des écosystèmes les plus menacés au monde. Pourquoi? Parce que c'est là que les gens vivent. C'est là qu'on a détruit les milieux naturels, c'est là qu'on a fragmenté. On n'entend jamais parler de ça. Jamais. Alors, pour moi, ça, c'est extrêmement important. Et la principale, qu'on retienne ça. Puis où est-ce qu'elle se trouve, la forêt tempérée? Bien, regardez là, la carte du Québec. Elle se trouve où les gens sont. Et c'est là que la majorité de notre biodiversité se trouve, en termes de nombre d'espèces, de diversité d'espèces. Alors, c'est extrêmement important, le rôle que jouent les organismes de conservation, on va y revenir parce que c'est le sujet, mais c'est extrêmement important le rôle qu'on joue par rapport à cette situation-là. Alors, je vais parler d'un seul des grands enjeux, des grandes menaces, parce que les espèces exotiques envahissantes, ça serait un sujet qu'on pourrait élaborer longtemps là-dessus. La pollution, la crise climatique, on entend déjà beaucoup parler dans les journaux. C'est que je vais vous parler davantage de la disparition et de la fragmentation des habitats. Puis je vous donne ici une petite diapositive qui montre à quel point un habitat naturel, si on part d'en bas à gauche,
Ça, c'est un habitat naturel. Il peut y avoir des trouées dans un habitat naturel. C'est soit des habitats, des affleurements rocheux où la forêt ne pousse pas. Si on décide que c'est de la forêt, OK? Et où la forêt ne pousse pas, ou encore il y a eu un grand coup de vent, puis dans la forêt tempérée, beaucoup ce qui contrôle la forêt tempérée, c'est les grands chablis. C'est comme ça que la forêt se régénère, des arbres morts, des arbres vieux qui meurent. Donc, forêt avec quelques trouées. Là, les humains arrivent, puis là, on fait une route, on fait soit de l'exploitation forestière, puis on fait des chemins qui deviennent permanents, puis qu'éventuellement, c'est là qu'on va installer nos chalets sur le bord du lac, et puis ça, puis on fragmente tranquillement. Alors, puis là, on s'en va, là, je m'en vais dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Je m'en vais en haut à droite. Là, on commence, ça commence à ressembler là, à la grande périphérie de Montréal. Quand on se recule là, derrière les zones agricoles, là, quand on arrive dans mon coin, par exemple, là, Bromont, Shefford, la nature commence à être toute dispersée. Puis on se retrouve finalement, comme dans les basses-terres du Saint-Laurent, comme en Montérégie, comme un des exemples que j'ai, parce que j'ai un chiffre, c'est à la Mercier-Drouville, pas parce qu'ils sont pires que les autres, mais il leur reste seulement 7 % de milieu naturel sur l'ensemble de leur territoire. C'est ça qui cause la disparition de la biodiversité. C'est vraiment là qu'est le problème. Alors là, si on regarde, ça c'est la carte du sud du Québec. Alors vous voyez très bien, vous pouvez faire le parallèle avec les petits graphiques que je vous ai montrés précédemment. En haut, à gauche, on tombe dans la forêt des Laurentides. Ça ne veut pas dire qu'elle est en bonne condition. Là. Je pourrais vous parler de la fragmentation, mais il y a plus de forêts. Mettons, elle est moins fragmentée, mais il y a quand même une fragmentation qui affecte la flore et la faune. Les Appalaches, du côté droit, en bas, assez fragmenté, ça fait qu'on est encore en plus mauvaise posture, si on voudrait dire. Évidemment, les basses-terres du Saint-Laurent, où la majorité des gens vivent, où on a vraiment des trouées, où on voit encore que des petits espaces verts qui sont extrêmement importants pour protéger la biodiversité de ce territoire-là. Ça fait que c'est le parallèle entre le graphique puis la situation réelle qu'on a dans le sud du Québec. Puis, pourquoi est-ce qu'on dit, bien, ça ne fait rien, il en reste un peu, il y aura des animaux là-dedans, puis tout ça, puis bon, OK, c'est correct. Mais avez-vous une idée de c'est quoi la superficie? Et puis ça vient d'une recherche qui a été faite par un chercheur de l'université, il était à l'Université du New Hampshire, Mark Anderson, qui travaille aujourd'hui pour The Nature Conservancy aux États-Unis. Il a essayé de voir quelle superficie, parce que souvent, juste pour vous le dire, là, au Québec, les aires protégées ont pour la majorité moins de 10 km². OK? Ça veut dire 1000 hectares. C'est ça? 1000 hectares? Oui, c'est ça. C'est ça, 1000 hectares. Merci. Merci, Pierre. Là, on va juste regarder, c'est quoi. Lui, il a dit, on va essayer, pour que les gens visualisent, c'est quoi les superficies qu'on a de besoin pour protéger les espèces. Alors ici, il a dit, si j'ai 25 femelles, mettons que j'ai une population. On va appeler ça une population, parce que c'est sûr, une femelle, ça ne fait pas une grosse population. Et lui, il s'est mis un chiffre, 25. Pour avoir 25 tangaras écarlates, supposons qu'on était dans un écosystème où tout est pareil, là, puis on est capable de les coller un à côté des autres, quelle superficie vous pensez que ça prendrait? J'ai-tu des guesses dans la salle? Hein? En hectares, mettons. C'est 25 hectares, 50 terrains de football pour 25 femelles. C'est du terrain, là. Si la buse à épaulettes, c'est un plus gros oiseau, c'est un prédateur, on peut s'attendre à ce que ça y prenne plus de territoire. C'est 2000 hectares pour avoir 25 couples. 10 fois le parc du Mont-Royal. Pour la chouette rayée, encore plus grand. Oui, bravo. 5000 hectares. 6 fois le parc du Mont-Saint-Bruno. Oui, effectivement, c'est des valeurs moyennes. Hein? Ils ont pris, ce qu'il a pris, lui, c'est la valeur moyenne, domaine vital d'un individu, puis il l'a multiplié par 25.
Mont-Saint-Bruno, je le sais parce que je connais François Morneau, qui est un ornithologue. C'est un milieu exceptionnel. Puis la densité de chouettes rayées est beaucoup plus grande qu'ailleurs au Québec, mais aussi, c'est peut-être aussi le fait qu'il ne reste que ça comme habitat. Alors là ça, il n'a pas fait un sondage auprès des chouettes rayées. Ça fait que il y a matière à étudier ça. Puis si je voulais avoir toute la diversité de tous les petits oiseaux là, qu'on a en ce moment, là, qui sont en migration, ça me prendrait à peu près 4000 hectares si je chevauche l'ensemble de leur terrain. Alors, vous voyez, si on fait des aires protégées de 10 km² ou moins, qu'est-ce qu'on manque? Parce que 5000 hectares, là, c'est 50 km², là, ça. Alors, puis si on laisse tomber le 25 femelles, puis qu'on prend juste des individus, des espèces, est-ce que j'ai des surprises là-dedans aussi? Là? Oui. Ah, OK, bon. Alors, le pécan. Un individu, un mâle pécan, peut se déplacer, ça dépend toujours de la qualité de son territoire, sur de 6 à 40 km². Le massif des Monts Sutton, ça fait 100 km². Ça, c'est un mâle. Bon, il y a sûrement plus qu'un mâle sur le massif du Mont Sutton, puis ils chevauchent peut-être, leur territoire se chevauche peut-être, puis il y a peut-être des batailles qui se font, mais ça vous donne la dimension que ça prend pour protéger ces espèces-là. Le lynx roux, même superficie. Donc, 2 fois l'île des Sœurs, le lynx roux aussi, 2 fois l'île des Sœurs. Oh, la ville de Brassard, hein, un autre bel exemple. L'ours noir, lui, peut se déplacer énormément. Un mâle peut se déplacer sur un territoire d'à peu près 173 km². La femelle, 50 km². Les femelles se déplacent moins que les mâles, je ne sais pas pourquoi. Mais dépendant de la qualité de l'habitat aussi, c'est des valeurs moyennes encore là qui ont été tirées de la littérature, mais ça vous montre à quel point ces animaux-là ont besoin de grands territoires. Alors, quand on se retrouve dans les basses-terres du Saint-Laurent, ou même dans les Appalaches, où la nature est comme un patchwork entre les espaces qui sont ouverts, qu'est-ce qu'ils font, ces animaux-là? Alors, la ville de Paris, tiens, pour l'ours noir. Alors, ça résume un peu autrement la répartition là, de ces espèces-là en termes de superficie, ce que ça prend pour pouvoir maintenir des populations viables. C'est pour ça que les espèces disparaissent. Pas parce que quelqu'un est allé... Bon, il y a quelques espèces qui ont été surchassées, là, on va le dire, mais ici, là, au Québec, là, c'est pas parce que, oui, le loup au sud du Saint-Laurent, on l'a exterminé, bon, le cougar aussi, bon, OK, mais la majorité des espèces qui aujourd'hui se retrouvent en mauvaise posture, c'est parce qu'ils n'ont plus de place à aller, ils n'ont plus assez de territoire. Donc, une des solutions qu'on a trouvées, c'est de faire des corridors. Ce n'est pas nous autres qui l'a trouvé, c'est un chercheur qui s'appelle Renos qui a dit, bien, à défaut de pouvoir protéger les espèces dans des habitats assez grands, bien, si on leur permettait d'être capables de se déplacer d'un petit habitat à un autre petit habitat, à un autre petit habitat, peut-être à un plus grand, bien, peut-être qu'ils parviendraient à compléter leur cycle de vie, puis à survivre, puis à maintenir les populations viables sur un territoire. Donc, on est parti de la conservation au début de seulement certains espaces de corridors. Ah, tiens, j'ai encore de la petite animation ici. Alors, il y a des corridors qui peuvent être des corridors linéaires. Puis, plus ils sont longs, plus il faut qu'ils soient larges. Puis, si notre idée, c'est que ce soit pour le déplacement avec les changements climatiques, parce que je vais vous montrer une diapositive tantôt, il faut qu'ils soient très larges. En fait, Paul Bayer, qui a été un des premiers à faire le design de corridors, dit qu'il faudrait que les corridors aient au minimum 2 km². 2 km de large, pardon. 2 km de large. Là, le monde parle de corridor, puis on est dans les 10 mètres, des fois, 30 mètres. Ça ne marchera pas, là, notre affaire, là. Ça fait qu'il faut vraiment repenser c'est quoi un corridor et à quoi ça sert. Dans le cas de... ça fait que ça, c'est un corridor d'habitat. On peut avoir aussi, les oiseaux, eux autres sont chanceux, ils peuvent voler d'un habitat à l'autre. Alors, on peut faire ça en pas japonais, un peu comme quand on pose des pierres dans un jardin là, pour aller d'un endroit à l'autre. On appelle ça des pas japonais ou des corridors pas à pas. Mais ce n'est pas tous les animaux qui se sentent confortables de se déplacer d'un endroit à l'autre dans un milieu ouvert. Alors, ça peut convenir à certaines espèces, mais pas à toutes les espèces.
puis on a corridor mosaïque, puis c'est un peu ça qu'on veut pour les changements climatiques, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce n'est pas juste un corridor pour se déplacer vers un autre habitat, c'est vraiment des corridors où on veut pas juste que les animaux qui sont mobiles, qui sont capables de se déplacer rapidement, puissent se déplacer, mais les choses qui se déplacent moins vite, là, comme une salamandre, un mollusque, une plante. Oui, les plantes se déplacent. Comment? Par leurs graines. Mais si on veut qu'ils se déplacent avec les changements climatiques, il faut qu'il y ait l'espace, puis il faut qu'il y ait tous les habitats qui sont prêts à les accueillir dans ce corridor-là. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'il faut essayer d'être flexible dans notre façon de développer ces corridors-là. Puis, on est persuadé que si on connecte bien tous les milieux naturels sur un territoire donné, que ça va assurer la survie à long terme des communautés végétales, parce qu'on doute qu'on va être capable de revenir sur certains territoires à 50 du couvert forestier. Puis la raison, quand je parle de déplacement, bien ça, c'est une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université. En fait, il y était 3 chercheurs là, de l'Université du Québec à Rimouski. Puis ils ont regardé, OK, actuellement, au Québec, c'est la diapositive, l'image que vous avez à gauche, c'est comment on est, puis c'est comment le climat va se déplacer. Donc, c'est pas si vous voyez, mais une grande partie qui est en rouge et en jaune, dépendant de la quantité, de la vitesse à laquelle... Alors, il faut que les espèces se déplacent, mais pour qu'ils se déplacent, on ne les embarquera pas dans notre auto pour les changer de place. Là, actuellement, ce qu'on observe, c'est un déplacement à tous les 10 ans de 45 km avec les changements climatiques. Donc, il va falloir leur créer des espaces. C'est d'autant plus crucial pour le Québec. Je vais vous montrer la prochaine diapositive. Wow, on a l'animation. Les espèces qui partent de l'ouest, de l'ouest de l'Amérique du Nord, eux autres, ça va bien, ils montent direct au nord. Mettons que ça va bien. Pas sûr qu'ils ont tous les corridors qu'ils ont besoin. Quand ils en ont un très, très beau le long des Rocheuses, il y a beaucoup de gens qui travaillent à essayer de protéger ce corridor-là. Dans le Midwest, je pense que ça n'ira pas très bien. Mais les espèces de l'Est, quand ils arrivent au Grand Lac, c'est un obstacle qui est trop grand à traverser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils bifurquent et ils s'en vont où? Ils s'en viennent au Québec. Le Québec va devenir un refuge climatique pour beaucoup d'espèces. Puis ça, je pense un peu comme on ne parle pas suffisamment de la forêt tempérée qui est en mauvaise posture, on ne parle pas suffisamment du fait que le Québec a un rôle crucial à jouer pour le maintien de beaucoup d'espèces si on continue dans la voie où on est parti avec les changements climatiques. Alors, c'est quoi la conservation? Longtemps, là, on nous a mis la conservation, c'est faire une cloche de verre, on ne pourra plus rien faire, on poussait vraiment, là, ça va être des milieux là, qui sont complètement protégés et qu'on n'aura pas accès. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a des milieux qui sont extrêmement fragiles, qu'il faut protéger de cette façon-là. Il y a des milieux qui sont assez grands, qui ont des parties qui sont fragiles, qu'il faut éviter, mais que le reste peut être accessible. Donc, c'est plus nuancé que ça. Donc, l'histoire de la cloche de verre, c'est pas tout à fait vrai. En fait, la conservation, c'est l'ensemble des pratiques qui comprennent la protection. Protection, ça veut dire ce que ça veut dire. On protège, puis on fait vraiment attention aux activités qu'on va faire dans les milieux qu'on protège. La restauration, parce qu'il y a des milieux, on a parlé tantôt, il y a des milieux qui sont dégradés puis qu'on pourrait ramener. Et l'utilisation durable. Quand on parle d'utilisation durable, ça a été galvaudé, le développement durable, tout ça, mais ça fait encore du sens si on l'appliquait correctement. Parce que la durabilité, c'est la durabilité dans le temps. Puis il y a les Premières Nations disent souvent, si tu veux que quelque chose se maintienne, il faut que tu penses aux 7 prochaines générations. Nous autres, on pense à demain, puis quand on va être mort, tout est fini. Ça, c'est vraiment un problème. Puis, dans le milieu de la conservation volontaire, Catherine va en parler tantôt, mais justement, c'est des gens qui ne pensent pas juste à eux, ils pensent à l'après. Puis, c'est vraiment remarquable. Alors, puis, il faut penser au rétablissement des espèces, ce que ça peut faire, la préservation, et aussi
le maintien des services écologiques, on en parle de plus en plus au bénéfice des générations futures. Alors ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait s'étendre, mais de plus en plus, on le sait que la nature nous procure toutes sortes de bénéfices, outre le fait d'être des habitats pour les espèces. Ça devient ça nous procure, c'est là que vient notre eau, notre air, nos sols. On ne pense pas à ça. Mais tous les cycles, puis encore là, je reviens à l'article de la revue Science qui était mentionné dans la presse ce matin, c'est si on ne voit pas à maintenir la biodiversité puis à ralentir la crise climatique, c'est tous les cycles qui permettent la vie sur Terre qui vont être modifiés. Alors, c'est extrêmement important d'y penser. Est-ce que ça va mener à l'extinction de l'être humain? Peut-être pas, mais ça va être un endroit beaucoup moins agréable à vivre. Ça, je peux vous dire ça. Depuis les années 60, on a dit on va faire des aires protégées pour protéger les milieux naturels. Alors, on a fait des aires protégées, puis on s'est rendu compte, alors les courbes, on va regarder surtout celle de gauche, parce que l'autre, c'est les milieux marins. Celle de gauche, on est en milieu terrestre, mais vous voyez que les courbes se ressemblent, milieu marin, milieu terrestre. En milieu terrestre, on a créé de plus en plus d'aires protégées, la ligne bleue, mais la biodiversité, à l'intérieur même de ces aires protégées-là, a diminué. Et puis, sur la planète, a diminué. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Un, on n'en fait pas assez. Ça, c'est la première question. Mais deuxième question, c'est aussi, ces aires protégées-là sont souvent isolées, donc ne sont pas connectées. On a parlé de connexion. Elles sont trop petites, ne sont pas connectées, il n'y en a pas assez, ne sont pas assez bien distribuées. Puis là, il va falloir voir à corriger cette situation-là, justement en pensant au corridor écologique, entre autres, et en continuant de protéger les milieux naturels. Alors ça, c'est le portrait des milieux naturels, les superficies des aires protégées au Québec. En 2002, d'abord, il y a à peu près, je pense juste moi qui serais capable de nommer les 32 désignations d'aires protégées. Peut-être Jean, il serait capable aussi. 32 désignations différentes d'aires protégées au Québec. En 2002, on était à 2,88, 2010, 8,13, 2020, 16,75. Ça, c'est l'objectif de 17 %. En fait, il est atteint de 17 %, c'est qu'ils n'ont pas encore comptabilisé l'île d'Anticosti. Et là, on vient d'annoncer, avec la COP 15, 30 %. Hey, 30 % en 2030. Ça vient vite, là. 10 ans. Même moins que 10 ans, 7 ans. Comment est-ce qu'on va arriver à ce 30 %-là? Donc, là, il faut mettre tout le monde à contribution, c'est le cas de le dire. Il y a des groupes aussi qui ont réalisé, parce que si je reviens en arrière à ma diapositive, on ne le voit peut-être pas très bien, là, mais je ne sais pas si vous irez voir sur le site du gouvernement, là, les aires protégées, c'est tous des petits points sur la carte, il n'y a rien de connecté, là. Il va falloir commencer à la connectivité entre ces aires protégées-là, parce que ça ne sera pas suffisant. Alors, il y a des groupes qui sont réunis puis qui travaillent sur mettre en place des grands corridors à l'échelle du Québec. Alors, il y a des gens de conservation de la nature qui sont les plus à l'ouest, des gens de Éco-corridor Laurentien, de la Fiducie de la Naudière, corridor Appalachien. Il y a des gens dans le centre du Québec, il y a des gens même dans le Bas-Saint-Laurent qui commencent, des groupes qui ont été créés spécifiquement pour maintenir puis travailler sur le maintien de ces corridors-là. Puis ils sont regroupés sous un organisme qui s'appelle l'Initiative québécoise Corridor écologique. Et on a réalisé qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble si on voulait parvenir à cet état de choses. Puis, on s'est inspiré, en fait, c'est l'inspiration initiale de Corridor Appalachien. On s'est inspiré des travaux qui ont été faits par un groupe qui s'appelle The Wildlands Network, qui est un groupe américain. Ils ont déjà développé très bien le corridor de la côte ouest, qui est Yukon to Yellowstone, puis après ça, Yellowstone to Sky Island, qui est jusqu'au Mexique. Puis, en fait, le corridor de l'Est, qui est sur les Appalaches, celui sur lequel le corridor appalachien travaille, qui était un des organismes que j'ai fondé en 2002, on est une centaine d'organismes sur toute la frontière, même jusqu'aux États-Unis, qui travaillent à essayer de rendre ça réel, ce corridor-là, sur la chaîne des Appalaches. Mais est-ce que ça va être suffisant, cette conservation-là, par à la fois le gouvernement, à la fois les organismes privés?
Et puis là, à cause de la vitesse où les choses vont, on se dit le 30 en 2030, ça va être extrêmement difficile à atteindre. Donc, et puis, on n'est pas les seuls qui l'ont réalisé. Il y a beaucoup de municipalités qui l'ont réalisé puis qui ont commencé, eux autres mêmes, surtout les MRC, à faire des plans pour les milieux naturels sur leur territoire. Et ces plans-là, en fait, la première chose qu'ils essayent de faire, c'est limiter l'étalement urbain. En limitant l'étalement urbain, il y a des chances qu'on diminue la fragmentation du territoire si c'est bien fait. Alors, originalement, ce qu'on voyait, mettons, ça, c'est un territoire qui est à développer. On va dire Saint-Jean-sur-Richelieu. il y a moins de verre que ça. Je fais des farces. Mais mettons que c'est un territoire qui est à développer. On voit la zone résidentielle, on voit des grands boiseurs, on voit un milieu humide au centre. Normalement, voici comment on l'aurait développé. Hein? On aurait quand même gardé un petit peu de verdure, mais on serait allé dans les grands massifs. Je l'ai dit tantôt, là, les grands massifs forestiers, là, on n'a plus. Il ne faut pas les fragmenter. Là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de les fragmenter. Alors, en éliminant ou en essayant de réduire l'étalement urbain, au lieu d'avoir un portrait comme celui-là, on pourrait avoir celui-là. Donc, les terrains moins grands, avoir plus de semi-détachés, de concentrer les humains, mais qui ont accès à cette belle nature-là, au lieu d'avoir à couper du gazon sur leur terrain, mais qui ont accès à la nature. Alors, il faut changer un peu cette façon de voir comment on occupe le territoire. C'est très difficile. Très, très difficile. Ça va prendre un gros changement de société. J'ai comme l'impression que les jeunes, la génération plus de 20 ans, je ne dis même pas 30 ans, 20 ans, ont pris conscience de ça, commencent à prendre conscience de ça. L'accès à la nature est devenu très important. Donc, ils vont peut-être privilégier avoir un moins grand terrain. Donc, ils ont beaucoup de loisirs. Ils passent beaucoup de temps aussi sur Facebook, TikTok et Twitter. Ça fait qu'ils vont avoir moins de temps à faire des plates-bandes puis couper du gazon. Puis quand ils vont vouloir sortir, être dans la nature, ils vont peut-être vouloir être dans des vrais milieux naturels. Donc, si on s'en va vers ça, déjà, on va avoir un bon bout de chemin de fait. Alors, mais comment est-ce, là, on dit les municipalités, par leur règlement, par la façon dont ils développent le territoire, ils pourraient nous aider. Mais ces grands massifs verts-là, qui nous restaient à la fin, c'est intéressant, mais est-ce que c'est protégé pour toujours? Ah, bonne question. Souvent, c'est juste un zonage. Il s'agit qu'il y a un changement de conseil municipal, une ville qui a été mal administrée puis qui sont dans le trou, ils ont besoin d'argent, puis ils peuvent développer ces territoires-là à nouveau s'ils n'ont pas mis un statut de protection à perpétuité sur ce terrain-là. Donc, les règles du jeu, quand on vous dit « Ah, il y a un zonage de conservation », paf, on est correct. Non, 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 vous n'êtes pas correct. Tant qu'il n'y a pas un acte légal qui prescrit que ce territoire-là va être protégé à perpétuité. Ça qu'il faut faire bien attention à ce qu'on se dit et à la réalité de la situation. Alors, la conservation volontaire, en fait, ce que ça vient faire, c'est la prise en charge de la conservation d'un milieu naturel sur une terre privée qui appartienne à des gens qui en sont les propriétaires ou encore par des organismes qui en font l'acquisition à des fins de protection. Alors, c'est vraiment important, c'est l'engagement des gens à travailler avec des organismes. Ils peuvent le faire par eux-mêmes, ils peuvent aller chercher un statut, il n'y a pas de problème, mais en général, au Québec, les organismes de conservation, depuis 20 ans, et le réseau des milieux naturels protégés, en fait, regroupe tous ces organismes-là, travaillent à accompagner les gens dans leur projet de conservation. Ce n'est pas le projet de conservation du gouvernement, du RMN ou de l'Association de protection du Mont-Éco. Moi, je donnais un terrain, mais c'était mon projet de conservation. Alors, ils accompagnent les gens qui veulent poser ce geste-là. Et il y a différents outils dont on dispose. Puis là, je vais les aller très rapidement parce que c'est plus technique, mais c'est intéressant. C'est bien que vous sachiez que ça existe. C'est un petit peu plus complexe que ce que j'ai écrit là, évidemment. Alors, il y a le don de la propriété. Quelqu'un peut carrément donner sa propriété à un organisme de conservation ou à une municipalité, parce qu'une municipalité est d'office bénéficiaire, peut recevoir un don. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut après, par exemple. Ça, c'est bien, il y a un acte notarié qui accompagne le don. Alors, ce don-là va permettre d'avoir des incitatifs fiscaux, parce que c'est comme un don, comme si vous donneriez à un musée ou quelque chose comme ça. Ça va être comme un don de charité, dans le fond.
Alors, il y a toute des obstacles. C'est comme un parcours à obstacles là, pour finir par avoir votre reçu de charité, mais on s'en vient bon. Là. On est de plus en plus rapide à produire ce genre de document-là. Alors, une fois que vous avez donné votre terrain, il appartient à un organisme de conservation, il n'est plus à vous. Moi, c'est ça que j'ai fait sur mon terrain. Vous pouvez aussi, vous ne voulez pas donner votre terrain, vous voulez rester propriétaire, puis vous avez un attachement à ce terrain-là, vous pouvez aussi faire un don de servitude sur votre terrain. Une servitude, c'est la même chose que la servitude d'Hydro-Québec pour leur poteau de téléphone. Là, ils ont une servitude sur votre terrain. Alors là, vous faites une servitude en faveur d'un groupe de conservation. Dans la servitude, c'est écrit « Moi, je m'engage à garder mon milieu naturel ». Bien, dépendant de ce que vous vous engagez, ce que vous gardez à faire, là, si vous voulez bûcher, puis aller vous promener en skidoo ou en 4 roues, bon, là, puis encore là, ça passerait. Il n'y a pas de problème, il faut juste bien délimiter où est-ce que vous allez aller. Il y a quand même des incitatifs fiscaux pour une servitude de conservation qui sont donnés par le gouvernement, comme un reçu de charité encore. Ensuite, vous pouvez aussi faire une réserve naturelle. Ça, c'est un statut un petit peu particulier. Je reviens sur la servitude originale. La servitude originale, vous restez propriétaire, vous payez les taxes, tout ça, mais vous êtes engagé à garder votre milieu naturel. C'est ça l'entente que vous avez faite avec l'organisme de conservation. La réserve naturelle en terre privée, ça, c'est plus une entente que vous prenez avec le gouvernement du Québec. Ça ne vous donne pas d'incitatif fiscal comme un reçu de charité. Par contre, ça peut vous permettre de réduire vos taxes foncières. Alors, ça peut être intéressant, surtout si vous n'avez pas de revenus. Avoir un reçu de charité quand tu n'as pas de revenus, ce n'est pas très intéressant. Mais de pouvoir réduire tes taxes foncières qui montent à une vitesse hallucinante ces jours-ci, ça peut être avantageux pour un propriétaire. Et finalement, il y a un transfert de propriété, carrément, comme une vente, comme vous vendez votre propriété à un organisme de conservation, puis il va payer la juste valeur marchande. Là, évidemment, vous ne serez plus propriétaire, vous n'aurez pas d'incitatifs fiscaux parce que vous allez avoir été compensé financièrement pour la valeur de la propriété. Les gens, dans ce temps-là, me disent justement, ce n'est pas vraiment de la conservation volontaire. Moi, je pense que oui, parce que le propriétaire qui décide de vendre à un organisme de conservation, il sait qu'il ne pourra pas spéculer. Ça va être la juste valeur marchande, puis il ne pourra pas vendre au plus offrant. Parce que l'organisme de conservation, par les subventions qu'il reçoit, puis par les dons qu'il reçoit pour pouvoir faire ce genre d'activité-là, lui, il ne peut pas s'engager à payer un prix astronomique sur un terrain, même si c'est la plus haute valeur écologique possible. Croyez-le ou non, il y a des propriétaires qui s'essayent et qui me disent « j'ai compté, j'ai 482 treilles sur mon terrain. J'ai vu à Pépinière, ça vaut 7 $ la treille. » Puis là, ils font des calculs comme ça pour nous vendre un terrain plus cher. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la juste valeur marchande. Mais pour moi, c'est un geste volontaire de propriétaire de choisir de le vendre à un organisme de conservation. Ça vous donne un peu le portrait, les 4 grands outils avec toutes les petites variations sur le thème là, qui peuvent se produire en cours de négociation avec un propriétaire. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, oui, Louise, je vais juste vous dire qu'il est 7h moins 20. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu dans votre déroulement. Oui, je suis presque finie. Là. C'est bon. Les aires protégées privées, bien, ça vous donne un exemple. En 2002, quand on a créé Corridor Appalachien, il y avait seulement 400 hectares de protégés. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 160 km². Alors, tout ce que vous voyez en rouge, ça a été protégé depuis par des dons, par des acquisitions, par des transferts, par la mise en place de statut de réserve naturelle. Donc, c'est faisable. Les gens, des fois, sont un peu sceptiques, mais c'est faisable. Alors, les données ici du réseau des milieux naturels protégés, aujourd'hui, il y a 1498 sites qui sont protégés de cette façon-là, 73 196 hectares, et c'est 70 organismes de conservation qui travaillent sur ce genre de projet. Alors, qui sont ces gens-là, ces propriétaires qui s'engagent avec des organismes de conservation pour protéger des milieux naturels en terre privée? Je laisse la parole à Catherine. C'est à mon tour. Merci. Je vais essayer de clencher ma partie. C'est pas grave. Vous n'avez rien à faire ce soir, hein? Donc, ce qui est important à comprendre, puis pourquoi les terrains privés et les propriétaires privés sont si importants pour faire de la conservation au Québec, c'est... Oups, là, t'es allé trop vite. Non, c'est bon. Pourquoi c'est important? C'est parce que malheureusement, en terre privée, le ministère,
le MELCCFP maintenant, n'a pas mainmise sur la protection des terres des protections en terre privée. Donc, vous avez tous entendu parler de la saga de la rainette Faugrillon, où ça a pris un décret ministériel du fédéral, un truc d'urgence pour être capable de protéger une population qui a été sauvée vraiment d'une façon in extremis. Le règlement provincial sur les habitats fauniques, là, ce qu'on appelle le RHF, s'applique seulement en terre publique. Le MFFP, je vais le changer, MELCCFP maintenant, veut le moderniser pour être capable d'avoir une poigne en terre privée. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont donné une chaire de recherche à 4 chercheurs du CSBQ, là, du Centre de la science de la biodiversité du Québec, pour tenter de comprendre qui sont les propriétaires en terre privée et leur perception de la conservation. Puis pourquoi c'est si important? C'est que la majorité des espèces qui sont menacées, la majorité des observations d'espèces en danger qu'on a au Québec se retrouvent en terre privée. Donc ça implique de faire des compromis avec les propriétaires privés et bien sûr, qui dit compromis dit aussi enjeux sociaux. Donc ce qu'on a fait avec la chaire de recherche, on a attaqué le problème sous 3 grands angles. On a organisé justement des ateliers avec les propriétaires privés pour bien comprendre quelles sont leurs perceptions de la conservation, c'est quoi les craintes, pourquoi les gens perçoivent la conservation et la conservation volontaire d'un mauvais œil. Il y a encore tellement cette notion que quand on fait de la conservation, c'est une cloche de verre. C'est tellement pas ça, puis j'espère que Louise vous a convaincu. Ensuite de ça, on a pris toute cette information précieuse-là et on est allé avec des intervenants de la conservation pour tenter de développer des outils. Comment on peut repenser la gouvernance pour mieux protéger en terre privée. Et on a eu des beaux projets étudiants. Je vais vous en présenter un. Donc, je vais essayer de faire ça vraiment vite. Donc, en gros, les ateliers nous ont permis de cibler les grands enjeux, comment on doit les considérer, les prioriser dans un contexte de conservation et comment mieux impliquer les propriétaires. Donc, les ateliers, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les propriétaires privés dans 3 grandes régions administratives du Québec. Donc, on est allé voir les gens en Outaouais. En Outaouais, c'est encore beaucoup des forêts. C'est surtout de la terre publique, mais il y a quand même un peu de propriétaires dans le sud. La Montérégie, qui est le grenier du Québec, c'est presque juste des terres privées et de l'agriculture. Et Chaudière-Appalaches, là, on a un AFNAF. Donc, il y a quand même beaucoup de propriétaires privés, mais il y a encore quand même de la forêt et pas trop de champs agricoles parce que c'est assez rocheux en Chaudière-Appalaches. Mais on a un beau melting pot là, de 3 régions administratives et on est allé voir les propriétaires. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de les faire parler pour voir, puis de comprendre c'est quoi pour eux un obstacle à la conservation. Donc, c'est quoi les grands défis qu'ils voient quand on parle de conservation des habitats en terre privée. Et on a aussi exploré avec eux l'acceptabilité sociale de certains outils. Quels outils? Donc, Louise vous en a présenté en conservation volontaire. Il existe d'autres outils beaucoup plus sous forme de règlement là, qui peuvent être utilisés, mais c'est d'aller vraiment sonder le terrain avec les propriétaires. Quels outils étaient acceptables de leur point de vue? Donc là, vous avez entendu ça depuis tantôt, vous l'entendez aussi beaucoup à la radio. C'est quoi l'acceptabilité sociale? Quand on veut l'acceptabilité sociale, le but, ce n'est pas de convaincre, d'éduquer ou faire adhérer les gens à des politiques de conservation. C'est vraiment une espèce de jugement collectif. On veut que les gens aient une acceptation à l'égard d'un projet, d'un plan ou d'une politique. Donc, le but, ce n'est pas vraiment de convaincre à tout prix. Donc, c'est ça un petit peu l'acceptabilité sociale. Donc, on a discuté de plein d'enjeux avec les propriétaires. Donc, on les a fait parler. On avait des grandes matrices, des grands posters qu'on mettait sur la table. Puis, on leur faisait mettre des post-it partout pour initier les discussions sur ces grands enjeux-là. Donc, on a discuté de développement du territoire, de processus institutionnels, la communication, la loi, les droits individuels et les responsabilités, le financement qui revenait beaucoup, ma situation personnelle, la situation avec mes voisins. Donc, on a parlé un peu de tout ça durant les 3 ateliers. Donc, des après-midi complètes, on parlait avec les propriétaires pour vraiment sonder qu'est-ce qui marche en conservation puis qu'est-ce qui ne marche pas. Là, je vais vous résumer 4 grands thèmes qui sont ressortis beaucoup avec les propriétaires. C'est les sujets sur lesquels on a beaucoup discuté. Donc, il y a des enjeux de gouvernance qui sont ressortis comme étant super importants.
Là, je mets 3 propriétaires anonymes ici. Donc, ce qui est ressorti beaucoup des discussions, c'est le manque de vision, malheureusement, des autorités. Donc, c'est super difficile d'avoir il y a peu d'harmonie entre ce que le ministère, le MELCC disait. Dans le temps, c'était encore plus fragmenté. Hein? On avait la faune, les parcs ensemble avec les forêts qui chicanaient à l'intérieur. On avait le ministère de l'Environnement qui ne parlait pas avec le MFFP. Là, maintenant, c'est un peu plus unifié. Donc, les propriétaires se rendaient compte que si on veut faire de la conservation, ça prend une meilleure harmonie des acteurs ministériels. Et ça, un autre fait qui nous a surpris, c'est le cadre législatif. Les propriétaires privés se rendent compte assez vite que si on n'a pas un cadre législatif adapté et assez contraignant pour faire de la conservation sur leur terre, ça ne marchera pas. Donc, ils sont très au fil de ce qui se passe en terre privée et de la protection. Et la gouvernance locale, ça c'est votre municipalité, pourrait prendre une place beaucoup plus importante, mais ils manquent de moyens. Ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas d'argent. Donc, les municipalités là, sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce et pourraient vraiment faire une différence. Donc, pour la gouvernance, c'est les grands enjeux, les grands discours qui sont ressortis. Pour le financement, ça, on en a parlé en long et en large. Donc, il y a un manque de financement global pour ce qui est de la conservation en terre privée, puis pour ce qui est de la conservation tout court au Québec. On a très peu d'argent pour faire de la bonne conservation. On se cannibalise les 3-4 sous qu'il y a. Donc, on devrait vraiment investir beaucoup plus d'argent en conservation. Les propriétaires, surtout les agriculteurs et les forestiers, se sont rendus compte qu'une compensation financière, c'est vraiment un outil pertinent pour eux. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui pourraient faire de la conservation sur leur terre, mais c'est tellement coûteux pour eux de mettre un petit lopin de terre en conservation qu'ils ne le font pas. Donc, des bonnes compensations financières est un outil vraiment intéressant, mais le caractère est assez flou, puis c'est assez coûteux pour un propriétaire de faire ça. Donc, en bout de ligne, c'est un outil qui est quand même relativement peu efficace pour les propriétaires, les propriétaires agricoles. Et un autre point qui a ressorti beaucoup des discussions avec les propriétaires, c'est que l'accès au financement, c'est difficile. C'est un processus qui est complexe. Si tu veux protéger ta terre, c'est super difficile d'avoir accès à de l'argent pour la protéger, de savoir à quel sein se vouer, donc qui je dois contacter en premier. Si tu ma municipalité, si tu un organisme de conservation, c'est difficile de naviguer pour un propriétaire privé s'il décide de mettre sa terre ou un lopin de terre à conservation. Donc, c'est assez complexe. Et l'accès aussi est restrictif aussi. Donc, pour ce qui est des grandes perceptions, comme je vous le disais tantôt, il y a encore énormément de préjugés en ce qui a trait à la conservation en terre privée. La cloche de verre est encore omniprésente pour les propriétaires. Donc, si tu as de la tortue des bois qui fait un nid en arrière de chez vous, on ne mettra pas ta propriété sous cloche de verre. Continue à faire ce que tu fais, ça va bien. Donc, c'est ça que les propriétaires doivent comprendre, que conservation terre privée ne veut pas nécessairement dire cloche de verre. Il y a des tonnes d'outils. Donc, en conservation volontaire, tu peux continuer à marcher sur ta terre, tu peux continuer à faire un petit peu d'exploitation soutenable. C'est ça que les propriétaires ne comprennent pas bien. Donc, clairement, il y a encore des préjugés extrêmement défavorables à la conservation. Il y a un gros manque de connaissances des avantages de la conservation pour un propriétaire et il va vraiment falloir accroître la diffusion des pratiques et des outils parce que les propriétaires savent quelques outils en conservation, mais en connaissent très peu. Et finalement, l'acceptabilité sociale est ressortie beaucoup. Donc, la conservation volontaire, les propriétaires sont d'accord que c'est un outil intéressant, mais qui a peut-être parfois des limites. Donc, ça, c'est ressorti. Ça a été de la musique à nos oreilles. C'est que les propriétaires veulent être impliqués en conservation au Québec, du moins ceux qu'on a parlé durant les ateliers. Donc, ils veulent vraiment co-construire des projets. Ils veulent que l'effort soit là puis qu'ils soient impliqués dans les efforts de conservation de leur municipalité ou des terrains. Donc, clairement, il y a un désir du propriétaire privé à faire de la conservation. Et ils se rendent rapidement compte que le rôle des propriétaires est assez crucial. Hein? Mais l'acceptabilité sociale, due au fait que la conservation volontaire a encore un statut un peu mal vu, est encore très partielle. Donc, des ateliers, ce qu'il y a à retenir. Il y a des enjeux de gouvernance et de cohérence. Donc, présentement, il manque vraiment de cadre législatif solide. Donc, c'est pour ça que le MELCCFP veut faire un nouveau règlement sur les habitats fauniques qui va être applicable en terre privée. Donc, je pense que ça va être un beau pas en avant.
Donc, clairement, il va falloir une meilleure harmonisation de la gouvernance puis des lois cohérentes. Le municipal. Le municipal, je pense, est l'acteur clé en conservation en terre privée, mais il est vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. Ils devraient jouer un rôle beaucoup plus important, mais ils ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas de sous et ils n'ont pas de personnel. Donc, c'est super difficile pour les municipalités de s'investir puis de faire des projets de conservation quand tu dépenses seulement de la fiscalité municipale. Donc, ça, clairement, c'est un gros point à changer. La boîte à outils à conservation est intéressante. Il y a plein d'outils qui sont complémentaires, mais le déploiement semble être insuffisant. Donc, la boîte à outils est un petit peu incomplète en ce qui a trait à la conservation en terre privée. Et le quatrième enjeu, je pensais qu'on était vraiment rendu ailleurs, mais il faut améliorer la communication avec les propriétaires. Je pense qu'on n'utilise pas les bons canaux de communication pour parler à la population en général, pour parler de la conservation. C'est encore très, très, très fragmentaire, ce que les gens savent à propos de la biodiversité dans l'espace public. Léger, on fait un sondage sur les espèces menacées. En 2019, d'après vous, quel est le pourcentage de gens qui ont réussi à identifier une espèce menacée? Il y a 1000 Québécois, Québécoises. 5 oh, 1 Mon Dieu, vous êtes rude avec vos citoyens. 25 quand même. 25 des 1000 personnes ont réussi à identifier correctement une espèce menacée. Une. Ben voilà, juste là, on est correct, mais seulement 25 16 ont fourni un nom d'espèce, mais ils étaient complètement dans le champ. Bon, le jet bleu, le renard roux, le loup gris, on donne une espèce au hasard. Et 59 des gens n'ont pas été capables de fournir une réponse, même pas une réponse erronée. Donc, clairement, 75 des Québécois ne sont pas capables de nommer une espèce menacée au Québec, mais sont probablement capables de nommer tous les participants d'occupation double. Donc, il y a vraiment un problème au Québec. Donc, il y a clairement un problème au Québec. On n'a pas les bons canaux de communication pour parler de conservation, pour parler de biodiversité. Ça ne nous touche peut-être pas assez de près encore, malheureusement. Il va falloir que ça nous heurte plus fortement. Mais clairement, on a du chemin à faire. Donc, ensuite, on a pris toute cette information-là, puis on a fait un atelier avec les intervenants de la conservation pour repenser la boîte à outils, pour améliorer les canaux de communication et pour repenser les responsabilités et la gouvernance. Là, je vais passer très vite parce qu'on est déjà à 7 heures. Donc, ce qu'on a fait parler les gens, les intervenants de la conservation, puis on leur a demandé, donnez-nous, discutez entre vous et amenez vers une convergence de 15 outils qui pourraient être super intéressants pour faire de la conservation en terre privée. Donc, quand on est gauche-droite, j'ai toujours de la misère. Quand on est dans le coin vert, c'est des idées qui vont être très structurantes pour faire de la conservation et qui vont être facilement réalisables, faciles à mettre en œuvre. Donc, les intervenants devaient prendre tout ce qu'on avait trouvé dans les ateliers de la conservation avec les propriétaires privés, puis arriver avec une boîte à outils vraiment intéressante. Donc, on demandait à peu près 15 outils qui devraient être plus ou moins structurants et d'une facilité de mettre en œuvre. Et après ça, on les ordonnait. Donc, on a fait ça autant pour les outils, pour la communication, puis les responsabilités de la gouvernance, et on les organisait comme ça dans un tableau pour aller chercher des outils qui seraient hyper pertinents et relativement faciles à mettre en œuvre. Donc, s'il faut prioriser quelque chose, il faut aller dans le carré en haut. Donc, ce qui est sorti comme étant intéressant, ce qui est sorti comme étant intéressant pour les outils, je vous en nomme 2 ici. Puis si jamais ça vous intéresse, on a écrit un beau petit rapport. Donc, si les outils vous intéressent, ça va me faire plaisir de vous le partager. Donc, j'en ai sorti 2. Donc, l'outil 1, c'est des nouveaux modèles de financement pour faire de la conservation. Des modèles du financement qui sont récurrents et durables dans le temps. Donc, ça, c'est relativement facile à mettre en œuvre, puis ça serait très percutant pour faire une meilleure conservation. Et l'outil numéro 11, qui était celui qui était le plus structurant et relativement facile à mettre en œuvre, c'est d'intégrer la conservation aux outils de planification dans l'utilisation des terres dans les plans municipaux. Donc ça, clairement, ça serait ce qui aiderait le plus à la conservation au Québec.
pour améliorer la communication. Donc, vous voyez que les outils sont aussi distribués un peu partout. Donc, j'en ai pris 2. Un qui serait structurant et facile à mettre en œuvre, et un autre qui serait super intéressant, mais d'après les participants, presque impossible à mettre en œuvre. Donc, l'outil en haut, l'outil numéro 9, était de développer une plateforme centralisée pour que toute l'information soit là pour un propriétaire privé. Donc, moi, si je veux faire de la conservation, à quel sein je dois me vouer? Pouf, ça serait une plateforme qui serait quand même unifiée. Donc, ça, les intervenants ont trouvé que ça pouvait être un outil vraiment intéressant. Et l'outil 3, qui était d'assurer la cohérence des politiques et des stratégies de conservation entre les ministères. Ça pourrait être vraiment intéressant, mais les intervenants pensaient que c'était très, très, très difficile à faire. Ça se fait, je pense, mais les intervenants n'étaient pas d'accord, puis le ministère a dit « non, ça se fait ». Donc, ça va être de peut-être remonter un peu l'outil numéro 3 avec l'output du ministère. Et finalement, repenser gouvernance et responsabilité. Donc, j'ai sorti l'outil numéro 12, donc une meilleure intégration du monde municipal et des organismes de conservation. Une meilleure intégration, si vous voulez, des organismes de conservation avec le milieu municipal pour faire des belles actions concertées. Et ce qui revient encore, une meilleure coordination entre les gouvernements et les ministères. Donc, ça, c'est revenu beaucoup pour faire une meilleure conservation au Québec. Donc, ça, c'était le fun, c'était juste les intervenants de la conservation. Donc, on a refait tout ça avec le monde, avec des élus municipaux, avec des propriétaires privés et un petit peu plus d'organismes de conservation. Et d'une façon assez intéressante, ça a convergé. Donc, tout le monde a reclassifié les outils un peu, les outils de com et la gouvernance un peu de la même façon. Donc, je pense que notre carré en haut, là, il est robuste, puis ça serait intéressant de creuser plus en détail ces idées-là. Donc, projet étudiant. Donc, une fois qu'on a identifié les grands outils, ce qui ne marche pas, ça ne sert à rien de dépenser plein d'énergie à contacter des propriétaires qui ne veulent rien savoir de la conservation. Donc, ce que Juliette a fait, elle a exploré les antécédents socio-psychologiques des propriétaires privés pour voir qui pourrait être plus apte à s'engager dans des projets de conservation. Donc, Juliette, c'est la jolie demoiselle en mauve, en haut. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup de sondages pour comprendre comment les propriétaires, comment le comportement des propriétaires, vos valeurs, vos croyances peuvent finalement se transformer en actions de conservation. Donc, elle a pris 4 cas d'études au Québec. Donc, elle est allée voir des propriétaires qui pouvaient être potentiellement concernés par la tortue des bois en Mauricie, la tortue géo dans la région de Montréal, la tortue molle à épines en Montérégie et la tortue mouchetée en Outaouais. Et elle a utilisé un cadre conceptuel qui s'appelle la théorie des valeurs, croyances, normes. Okay, donc ça, c'est si tu as certaines valeurs, elles devraient se répercuter dans certaines croyances qui, elles, vont se répercuter en des normes qui devraient amener une action de conservation. Okay? Puis ça, c'est un cadre de travail qui est linéaire. Donc, c'est de bien comprendre comment un propriétaire se positionne dans cette espèce de théorie et cadre conceptuel-là pour arriver à cibler où tu dois mettre ton énergie en tant qu'organisme de conservation. Donc, les valeurs, là, quelqu'un qui est très autonome, qui a un souci des traditions, qui aime la sécurité, l'hédonisme, c'est la capacité de vouloir profiter pleinement de la vie, des désirs d'accomplissement. Donc, ça, c'est toutes des valeurs qui peuvent être retrouvées chez un propriétaire. Pour un organisme de conservation, c'est impossible de jouer sur les valeurs. Où on a une mainmise, c'est sur les croyances, les normes et potentiellement les actions. Donc, les croyances, ce qu'on allait rechercher, c'est comment un propriétaire voit la vision du monde écologique. Est-ce qu'il y a une conscience des actions et des conséquences? Et comment la responsabilité revient à tous et chacun? Dans les normes, c'est des règles ou des standards. Donc, comment nos normes personnelles vont nous apporter vers des actions de conservation ou les normes sociales. Donc, par la norme, le meilleur exemple que je peux vous donner, il y a 20 ans, on n'en faisait pas de recyclage. Donc, c'est les hippies, les uluberlus qui faisaient du recyclage puis du compost. Maintenant, c'est une norme dans la société. Donc, tu es un uluberlu si tu n'en fais pas de recyclage. Donc, c'est vraiment rendu une norme. Donc, il y a vraiment un nouveau standard des règles qui ont été développées. Et tout ça peut se transformer en action, en intention de comportement.
Donc, Juliette, elle a envoyé des tonnes de formulaires du Publipostage, elle est allée voir des citoyens, des gens sur le terrain, pour finir à peu près avec une 60aine de sondages. On avait mis des posters comme ça un peu partout dans les régions administratives pour amener les gens à répondre à nos sondages. Donc, les gens pouvaient répondre aux sondages en ligne ou sur papier. Et on a tout mis ça ensemble. Et on a mis ça dans un cadre conceptuel, analyse. Là, je vais vous tenir par la main parce que je ne veux pas que vous compreniez tout ça. Donc, Juliette a posé plein de questions sur les valeurs des gens. Les gens répondaient. Et après ça, elle a mis ça dans une moulinette statistique pour voir si notre modèle tenait la route. Et oui, ça tient la route. Donc, il y a certaines valeurs qui ressortaient comme étant hyper importantes et qui se transposaient vers une intention puis une action de conservation. Donc, quelqu'un qui a une forte autonomie, qui est biocentriste, donc qui se perçoit beaucoup dans l'environnement, dans la nature, c'est pas surprenant, là, vous allez me dire, mais clairement, ça ressortait vraiment du sondage à Juliette, va avoir une vision du monde écologique beaucoup plus saine, où il fait partie d'un écosystème, va avoir aussi la conscience que si on impacte la biodiversité, ça l'impacte l'humain. Et ça se répercutait vers des normes personnelles et des normes sociales. Et les normes sociales, c'est intéressant. Donc, plus mon réseau autour de moi, plus mon réseau social parle de conservation et est impliqué, plus ça va me pousser à l'être aussi. Donc, l'entourage des propriétaires privés est super important. Donc, si tu es entouré par des champions qui en font de la conservation, tu vas en faire. Donc, d'avoir des Louises dans ton entourage, dans tes voisins. Vous en avez tous des voisins que vous savez très bien que c'est peine perdue de les amener à la conservation. Ils ont 4 pick-up, ils lavent leur asphalte à tous les week-ends. Donc, ceux-là, c'est presque peine perdue. Ça ne fera pas de la conservation. Mais on a toujours des voisins qu'on sait que probablement ils répondent à des caractéristiques comme ça, puis ça pourrait se répercuter en action et en intention de conservation. Donc, pour les valeurs, donc les propriétaires qui étaient curieux, créatifs, indépendants, faisaient de la conservation. Ça, c'est impossible d'agir sur les valeurs. Où on peut agir, c'est sur les croyances. Donc, les propriétaires qui croient que l'humain et l'environnement forment un tout et que la crise de la biodiversité est importante, ces gens-là sont aussi beaucoup plus enclins à faire de la conservation. Et pour ce qui est des normes, l'opinion des autres, le réseau social, si tu as un réseau social qui est ancré et concerné par la protection de la biodiversité, ça va pousser les propriétaires à prendre des actions de conservation aussi. Donc, ces gens-là avaient soit déjà fait des mesures de protection pour les tortues sur leur terrain ou planifiaient en faire à très, très, très court terme. Donc, ce que le projet à Juliette, je vais les afficher tout de suite. Donc, ce que le projet à Juliette suggère comme recommandation pour les organismes qui veulent tenter de cibler vers quel propriétaire il faut aller. Donc, il y a des caractéristiques chez les propriétaires créatifs, innovateurs, autonomes, que les organismes de conservation doivent être capables d'aller cibler. Ça, on peut le voir probablement de la façon qu'ils vont entretenir leur terrain. Et de cibler déjà ce genre de propriétaires-là, bien, ça va amener déjà là une beaucoup plus grande facilité à embarquer dans l'acceptabilité sociale de la conservation. Promouvoir les bonnes valeurs. Donc, c'est difficile d'agir sur les valeurs, mais il faut permettre une flexibilité des gens. Donc, ce qui ressortait beaucoup, c'est un désir d'autonomie. Donc, il ne faut pas imposer aux propriétaires privés de faire de la conservation. Il faut leur donner beaucoup de flexibilité, leur laisser un espace créatif pour qu'eux décident de la façon qu'ils veulent faire de la conservation sur leur terre. L'éducation revient encore. Il faut changer les croyances, il faut éduquer. La conservation n'est pas une cloche de verre, et ça revenait encore beaucoup. Et il faut montrer localement. Donc, des municipalités, des coins où il y a un réseau de citoyens qui sont concertés, qui font des actions de conservation, ça l'amène d'autres citoyens à embarquer dans l'aventure aussi. Donc, ça revenait comme étant extrêmement, extrêmement important. Il semble que j'ai rushé pour finir. C'est pas bien ça. Donc, que retenir de notre présentation? Donc, on arrive dans la conclusion de notre présentation. Donc, que retenir de notre présentation à moi et Louise? Donc, il faut freiner la perte de biodiversité à tout prix. Donc, les aires protégées, c'est bien. Mais une conservation des territoires qui est concertée, inclusive, avec les propriétaires privés, c'est mieux. Et il faut promouvoir vraiment la connexion, les corridors écologiques. La participation des propriétaires privés va être et est présentement indispensable. La conservation volontaire, c'est un super bon outil, mais on a encore du chemin à faire parce que c'est difficile d'en parler avec les propriétaires. La
biodiversité dans la société, ça ne percole pas encore, donc il faut en parler. Et la conservation au Québec en tant que processus social, c'est encore assez balbutiement au Québec, là. Donc, établir le lien de confiance avec les propriétaires, les embarquer dans l'aventure de la conservation, c'est difficile parce que l'acceptabilité sociale en conservation est encore partielle, mais on a du chemin à faire. Donc, ça prend des organismes de conservation, des gens engagés, comme Véronique, comme Louise, comme Brice, comme les gens du réseau, qui vont permettre vraiment d'aller dans la bonne direction. Donc, sur ça, on vous remercie. Puis on remercie tous les partenaires qui ont permis à faire ces études-là puis qui nous permettent d'avancer en conservation au Québec. Donc, merci beaucoup. On est Merci intéressés à prendre beaucoup, des questions. Catherine, Ouais. pour ce sprint. Louise, pour le marathon. Donc, Merci. Je voudrais dire merci à Catherine aussi pour le beau visuel. Moi, c'est pas mon genre pantoute. Moi, je mets toutes des affaires, les photos, puis ça, puis elle a toute une cohérence, là. Merci beaucoup. Beau Mon travail. petit dada. alors, je vous invite à vous lever. Vous pouvez demander des précisions, approfondir certains points. Vous avez 2 micros de chaque côté de la salle. Donc, je vais vous demander de vous lever, madame, pour que tout le monde puisse bien entendre votre question. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voulais vous demander, est-ce qu'on a une idée de la proportion de Montréalais qui se trouvent propriétaires en région et qui reviennent régulièrement à Montréal? Parce que pour les questions d'éducation, je pense que ça pourrait avoir beaucoup d'impact de les capter à Montréal pour les sensibiliser, parce que on peut faire des réseaux peut-être ou des actions plus... Donc, parce que dans le fond, il y a 2 types de propriétaires. Il y a ceux qui habitent en région à plein temps et ceux qui font la navette entre Montréal et leurs terres. Propriété secondaire. Oui, c'est ça. Ouais, Donc, secondaire, ça tout serait ça, intéressant de le savoir parce que c'est peut-être une cible. Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal pour aider à cette cause. Donc, de sortir de Oui, l'île c'est pour ça. protéger, En étant donné quoi que le milieu urbain peut déjà être impliqué dans ces questions-là, mais on n'a presque pas de terre à Montréal. Ouais. Mais par contre, on a des Montréalais qui ont des terres, là. Donc, c'est peut-être pour ça. Je voulais avoir votre sentiment. On n'a pas ces chiffres-là. Ce que je peux vous dire, en tout cas pour le corridor appalachien, je dirais qu'il y a quand même une partie des territoires qui ont été protégés, soit sous forme de servitude ou de don de propriété, c'est des gens qui n'habitent pas la région. Donc, c'est des gens, soit que, bon, on a eu une grande propriété, là, je pense à Khartoum, là, une très grande propriété, que c'était une famille, il y avait tous des actions dans cette propriété-là, probablement qu'il y a eu de l'exploitation forestière dans le passé. Puis, c'était des gens de, je ne sais pas quelle région, par contre, là, mais je pense que c'était des gens de Montréal. Et puis, eux ont souhaité vendre leur propriété à Corridor appalachien. Donc, je dirais, mon feeling, là, sans connaître tous les projets de Corridor appalachien, il y a peut-être le tiers facilement des propriétés qui ont été acquises, en tout cas dans ce territoire-là. C'est peut-être différent un peu pour les autres régions, mais que c'est des résidences secondaires. Puis je trouve ça intéressant. Je vais en profiter justement de votre question, parce que quand tu disais l'entourage, moi, j'ai donné mon terrain. Bien, il fallait que je prêche par l'exemple. Il a quand même fallu que je convainque mon mari. Mais ça a pris peut-être 3-4 ans. Puis ma voisine d'en arrière, qui est aussi mon amie, a aussi donné son terrain. C'est pas quelque chose qu'elle aurait fait si je n'avais pas été dans son entourage. Donc, c'est vrai qu'on peut faire rayonner nos actions. Louise, quand vous parlez de grandes propriétés, j'aimerais avoir un peu une idée de l'ampleur justement des propriétés qui sont données. On parle de quelle superficie de terrain? Ça peut être, je pense que les plus petites propriétés sur lesquelles on a fait des transactions, là, je pense à la Fiducie foncière du Mont-Pinac, Valley Router, ce coin-là, c'est 5 acres, donc 2 hectares. Ça peut être aussi petit que 2 hectares. Puis ça peut aller jusqu'à des 300, 400, 500 hectares. Ouais. Madame? Bonjour, Aurélie Jambon du RMN justement. J'avais plusieurs questions. La première, ça concernait la communication justement. Vous parliez du fait que ce soit un enjeu. C'est quoi les moyens que vous avez utilisés pour contacter les propriétaires justement et quelle a été la proportion de réponses en fonction de ces moyens-là?
Là, tu parles des À toi. ateliers ou des, Des deux, un peu de mais après, tout? c'était notamment au début, dans la chaire, quand vous avez voulu communiquer avec les propriétaires et faire des ateliers. On ouais. a fait affaire avec les conseils régionaux en environnement qui connaissent leurs propriétaires. Donc, eux autres, ils ont des listes de distribution, ils ont des infolettes qu'ils partagent. Donc, c'est via les conseils régionaux en environnement de Chaudière-Appalaches, donc le CRECA, le CREM, le CREDO. Et eux connaissent un peu les listes de distribution, puis les infolettes, puis c'est via ces regroupements-là qu'on est allé chercher nos propriétaires. Pour le projet à Juliette, ça a été d'inonder les réseaux sociaux. Mais encore là, c'était peut-être pas le bon canal de communication. C'est ça qui est difficile pour rejoindre un propriétaire qui n'est pas déjà un peu vendu à la conservation. Donc, on a travaillé beaucoup avec les réseaux sociaux. On a envoyé 600 sondages par la poste, en publipostage aussi, dans les 4 régions, à des propriétaires privés. On placardait les Tim Hortons avec les... Donc, on s'arrangeait pour que le projet soit vu, mais malgré tout l'effort, on a quand même eu juste une 60aine de répondants. Hein. Ouais. Donc, et c'est vous avez vu immense. des résultats sur la proportion, qu'est-ce qui a le mieux marché au final ou pas? Qu'est-ce qui a bien marché? Le publipostage a quand même écoute, sur 600 lettres, 30 ont été remplies par les propriétaires. Donc, c'est relativement un faible pourcentage. Ça marche-tu encore, le publipostage? Tu sais, les gens ont probablement juste vu une lettre, puis si ça ne venait pas, tu sais, ça a été au bac de recyclage assez rapidement. Donc, donc, le reste a marché via les réseaux sociaux. Donc, les gens ont vu ça sur Facebook, ont vu ça sur Twitter, puis ont rempli le sondage. Plutôt Facebook, justement, ou Twitter, vous avez un retour? Enfin, ça m'intéresse parce qu'aujourd'hui, notamment dans les jeunes, je pense que Facebook est de plus en plus délaissé. Je ne sais pas si Twitter marche mieux. Non, c'est Facebook qui a le mieux marché, clairement. Okay. Oui, parce que les propriétaires, les grands propriétaires de terrain qui peuvent avoir un intérêt pour faire un don de terrain, c'est surtout des personnes de mon âge. Qui sont sur Facebook. Louise, parlez-nous aussi de la méthode de la conservation de cuisine pendant qu'on préparait. Dans son cas, à elle, c'était pour un projet spécifique, c'est de courte durée. Dans le cas de Corridor Appalachien, ça fait 20 ans qu'on existe. Je ne me souviens plus du nombre exact de bulletins, mais ça fait 20 ans qu'on envoie des bulletins, 2 à 3 bulletins par année, dans, il me semble que c'est au-dessus de 8000 résidences, pendant 20 ans. Bon, là, maintenant, au début, c'était des bulletins papier. Là, il y a des gens qui nous le demandent encore en papier, mais c'est surtout par courriel que les gens reçoivent le bulletin. Alors, j'ai comme l'impression que c'est la longue durée de recevoir cette information-là. Puis évidemment, dans le bulletin, on parle de toutes sortes de choses, mais on parle, entre autres, de gens qui ont fait des gestes de conservation. Ce qui fait que maintenant, peut-être pas les premières années, maintenant, bon an, mal an, on a plusieurs propriétaires, là, je ne sais pas combien ce chiffre, qui contactent Corridor Appalachien parce qu'à force de le lire, puis de le voir, puis tout ça, puis qu'ils disent, à un moment donné, notre propriété, on a vieilli, ça fait 20 ans. 20 ans, c'est long. Il y avait peut-être 50 ans quand il a vu le premier bulletin, mais à 70 ans, il pense peut-être quitter, puis ça fait de la peine parce que c'est une forêt qu'ils ont entretenue, qu'ils ont beaucoup aimé, puis tout ça. Puis ils ne veulent pas que ça soit zoné blanc, puis si quelqu'un l'achète, va peut-être le subdiviser, puis ça serait bien que ça reste naturel, puis tout ça. Puis là, ils contactent Corridor Appalachien pour dire, est-ce que je peux faire quelque chose pour que mon milieu reste un milieu naturel? Mais c'est des années d'information, puis peut-être, puis aussi où il sait, ah oui, cette personne-là, elle a donné son terrain. Ah ben, puis c'est là que, mais c'est du long haleine, mais puis ça, je pense que ça a été un peu la clé du succès de Corridor Appalachien, en partie parce que les gens se sont portés. Puis à partir du moment où on a une personne, ça c'est une autre affaire, là je reviens à ce que tu m'as demandé, à partir du moment où on a une personne qui est très engagée, puis qui a le goût de le faire, puis qui embarque dans le processus, moi j'appelle ça des rencontres de cuisine. On rencontre le propriétaire, puis on dit, as-tu des voisins que tu penses que ça intéresserait? Ah, je sais pas. Invite-les donc. On va les inviter chez vous. Nous autres, on va fournir les petits fours, puis le café, puis tout ça. Puis on va juste jaser de conservation avec eux. Puis très souvent, pas immédiatement, mais très souvent, dans les années qui suivent, c'est ce qui est arrivé avec ma voisine d'en arrière, justement,
à un moment donné, elle prend la décision. Oui, ça serait intéressant, je pourrais donner la partie de la propriété que je fréquente le moins parce que c'est trop loin de ma maison, puis c'est moins intéressant, puis bon pour moi. Alors, c'est vraiment, moi j'appelle ça du kitchen conservation. Mais ça fonctionne parce que c'est fait vraiment de façon simple. Puis encore là, on est là pour expliquer c'est quoi la conservation, c'est quoi les outils qui existent, mais on n'est pas là pour convaincre absolument la personne de s'engager. On veut juste qu'elle le sache. À force d'avoir ça dans son entourage, de recevoir des bulletins, de savoir qu'il y a des voisins qui l'ont fait, ça finit par rentrer pas dans les valeurs, mais dans les croyances que oui, c'est quelque chose qu'on peut faire. Monsieur? On reviendra à... Ah non. Oui, moi, je voudrais juste vous dire que deux choses. Ici à Montréal, j'habite Montréal, dans Petite Patrie, on a des corridors sur ma rue depuis des années où on a des marmottes, on a des ratons laveurs, on a des moufettes et on a surtout des écureuils qu'on entretient avec nos jardins. Oui. Depuis des années, on a des corridors naturels. Et pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on ne peut pas leur toucher. Il y a un règlement très clair à Montréal. On ne peut pas toucher à aucun de ces animaux-là. Puis ces animaux-là survivent. Ils viennent loger chez nous. Ils viennent manger dans nos jardins. Je pense qu'on a réglé le problème sur notre rue, même si les gens n'ont pas nécessairement beaucoup de plaisir. Pas tout le monde qui les aime, par exemple. Ma deuxième question, par contre, c'est que moi, on a une terre, ma famille, on a une terre au lac Saint-Jean. Ouais. Je ne sais pas, vous avez parlé, mais je ne sais pas si le lac Saint-Jean, il y a déjà des corridors qui sont là, mais à partir du moment où, sur notre terre, on nous dirait, bien, il y a peut-être une boîte à outils pour aider la biodiversité, et il y a peut-être des avantages, on n'a pas des taxes. Peut-être qu'on a deux lots, on a des belles terres de forêt. Le jour où on aurait une boîte à outils pour faire quelque chose, puis des avantages, je pense que ma famille, on serait peut-être intéressé. Mais si on n'a pas ça, c'est très abstrait. Ce que vous dites pour moi, là, c'est d'une abstraction et ça ne s'applique pas pour le lac Saint-Jean, peut-être. Ça s'applique partout. Hein, ça, je peux vous le dire tout de suite, ça s'applique partout. Le problème qu'on a au lac Saint-Jean, c'est qu'on a-tu des organisations... Brice, es-tu ici? Il y en a. Il y a des organisations au lac Saint-Jean qui pourraient vous accompagner. Oui. Brice, va vers le micro pour que tout le monde entende. Je pense que Pierre l'a cité, là, c'est les Verboisés du Fjord qui sont basés à Chicoutimi. C'est le seul organisme qui est actif pour l'instant au lac Saint-Jean. Ça. Mais peut-être... Peut-être, Louise et Catherine, donner quelques exemples très concrets de ce que la famille de monsieur pourrait gagner à donner sa terre, en dehors de la valeur morale. En dehors, ça dépend. Il ne veut peut-être pas la donner, sa terre. Il voulait peut-être avoir un incitatif pour la maintenir comme elle est là. Donc, s'il mettait une servitude de conservation, puis aujourd'hui, on ne rentrera pas dans le détail. Avant, c'était compliqué de donner une servitude. Maintenant, on peut donner aussi une servitude personnelle sur un terrain. Puis ça peut avoir un reçu de charité pour ça. Si vous, dans l'acte de servitude, vous dites, bien, nous, ça va toujours rester un milieu naturel. Là, vous me dites, c'est une terre à bois. Si vous ne faites pas là, on a un blocage. Quand tu parlais de cohérence tantôt, je trouvais ça intéressant parce que ça fait des années que moi, j'essaie de convaincre le ministère de l'Environnement d'accepter ce qu'on appelle des servitudes forestières. Mm-hmm. Les servitudes forestières, c'est où un propriétaire continue d'utiliser sa forêt de façon intelligente. On fait un inventaire avant, on identifie où il y a des espèces qui sont menacées ou qui sont plus fragiles, auxquelles il faudrait faire attention pour faire de la belle foresterie, là, pour ne pas nuire à la biodiversité. Puis, ces servitudes forestières-là ne sont pas reconnues actuellement au Québec, parce que c'est reconnu ailleurs. Ils ne sont pas reconnus au Québec comme un geste de conservation qui mériterait d'avoir un crédit d'impôt. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer, ça veut dire avoir un crédit d'impôt ou un reçu de charité pour pour mettre contre vos impôts. Alors ça, c'est un problème qu'on a actuellement. Pour l'instant, quelqu'un peut aller chercher juste son petit bois de chauffage, 3-4 arbres par année, mais quelqu'un qui ferait une exploitation intelligente de son terrain, à mon avis, le fond de terre vaut quand même quelque chose. Ça devrait valoir quelque chose pour avoir un incitatif fiscal. On travaille là-dessus. Il y a un groupe, entre autres, dans les Laurentides, Terre à bois, qui travaille là-dessus avec Conservation de la Nature Canada. On peut penser que dans les prochains 5 à 10 ans, ça va peut-être être réalisable. C'est quelque chose qu'on voit aussi souvent, c'est que l'action de conservation volontaire débute par le propriétaire est intéressé à faire un plan d'aménagement forestier.
Puis là, il y a un cahier du propriétaire qui est fait par un organisme de conservation. Puis là, il se rend compte de la beauté de son terrain puis de la biodiversité. Puis là, il va commencer par un plan d'aménagement faunique, parfois un plan d'aménagement forestier, parfois axé sur la faune. Puis petit à petit, ça va vers des actions de conservation. Donc, il y a plein de petites actions à faire dans l'incertitude, quand les gens ne sont pas sûrs, avant d'aller en conservation, pour juste mieux connaître les outils, connaître sa terre, connaître sa biodiversité. Donc, et ça, de fil en aiguille, ça l'amène à des actions de conservation. L'autre Donc, ça affaire peut que être, je rajouterais, c'est oui, il y a plein de choses. La Fondation de la faune du Québec finance des aménagements fauniques sur les terres. Il y a toutes sortes de façons d'améliorer la biodiversité sur votre terrain. La différence qu'il y a avec... puis c'est très valide. Il y a des propriétaires qui nous disent hey, moi, je m'en occupe, ça fait des années que je fais ça. Puis c'est vrai, ils ont des beaux terrains, des belles forêts. C'est très bien entretenu. Puis quand je parle d'entretenu, là, c'est pas... Ils n'ont pas fait le ménage, là, comme mon voisin qui passe le râteau dans sa forêt. Ils ont bien géré leur forêt. Puis ils se demandent pourquoi je ferais de la conservation. Je le fais, là. Moi, c'est beau, tu la trouves belle, ma forêt. Pourquoi je fais de la conservation? Mais on ne fait pas de la conservation pour soi-même. On fait de la conservation pour les générations futures. Qu'est-ce qui garantit que votre terrain, les prochains propriétaires vont en prendre soin aussi bien que vous? Alors, ce n'est pas pour nous qu'on fait ça. On fait ça pour les générations qui suivent. Madame? Oui, deux mini-questions, en fait, une question, un commentaire. Donc là, je comprends que les propriétaires, là, avec les études puis les ateliers que vous avez faits, c'était tous des propriétaires comme privés, une personne par lot. Là. On ne parle pas de lot de promoteurs ou quelque chose comme ça. C'était vraiment des petits propriétaires privés. OK. Première question. Puis l'autre chose... Mais tu parles dans mes études ou ce que Louise... Dans vos études... Il y avait un peu de tout. Il y avait des gros propriétaires de l'UPA, il y avait des gros propriétaires forestiers, des petits, des petits propriétaires fonciers. Donc, on avait vraiment... on ratissait assez large en termes de qui était invité pour les... C'était le but, justement, de ne pas avoir la perception seulement du petit propriétaire riverain, mais d'avoir aussi... la perception des gens de l'UPA qui pèsent lourd dans la balance, puis l'industrie forestière aussi. Puis un petit conseil, si des fois, peut-être passer par les municipalités aussi. Souvent, ils ont des infolettes citoyennes, ils ont ce genre de choses-là qui peuvent diffuser parce que c'est sûr que les conseils régionaux en environnement sont bien placés, mais ça demeure que leur infolette, ils vont l'envoyer aux gens qui ont déjà une certaine conscience environnementale. Absolument. Alors que si on passe par des municipalités, bien, peut-être qu'on peut avoir l'ensemble. Encore un éventail encore plus large. Ouais. Puis, mais le problème, on a essayé de contacter et c'est hermétique. On n'avait pas de réponse. Juliette a essayé de contacter les municipalités. La bonne personne dans la municipalité. Peut-être, mais on ne les connaissait pas. C'était hermétique. Donc, on envoyait des courriels, on envoyait des lettres et c'était un non-recevoir. Donc, c'est difficile. Si tu ne connais pas, je pense, une personne... Donc, le réseau de contacts, le réseau de connaissances, c'est tellement important pour la conservation. Puis tu as raison, moi j'habite à l'Essède, un petit village municipal. Puis je le lis, mon petit dépliant à chaque mois de ce qui se passe. Si tout le monde fait ça, puis si on est capable de mettre des petites capsules conservation dans ces outils-là d'information, ça pourrait être déjà un super bon point de départ. Là, c'est sûr que les municipalités aussi, il y en a aussi qui s'engagent à protéger leurs 30 % de leur territoire. Tout ça, là, fait que peut-être qu'ils vont avoir une meilleure ouverture. Moi, je pense que... moi, je l'ai annoncé il y a 10 ans qu'il y aurait un shift, les organismes de conservation puis les municipalités, là, ça devenait... Il faudrait que je te sorte des affaires que j'ai écrites il y a 10-15 ans, Caroline, pour Corridor Appalachien, les prochains enjeux. Mais je pense qu'il y a un tournant là, qui est en train de s'effectuer parce que les municipalités, d'abord, il y en a qui ont été obligés de faire les plans pour les milieux humides et hydriques. Puis il y en a certaines, Bromisquois, entre autres, qui ont dit, bien, écoute, tant qu'à le faire pour les milieux humides et hydriques, on va le faire aussi pour tous les milieux naturels, les forêts, puis tout ça. Et puis, ils ont fait des plans, puis tout ça, comment est-ce que ça va se traduire dans les schémas d'aménagement, puis après ça, dans les plans d'urbanisme des municipalités, reste à voir, mais ils ont quand même fait cet effort-là d'identifier qu'est-ce qui était à protéger.
mais ils ne sont pas nécessairement équipés. C'est les organismes de conservation qui sont équipés pour faire ça. Donc, on a avantage à travailler avec les municipalités. Puis là, je vais en rajouter une autre couche. Si ceux qui s'intéressent, si vous avez regardé les orientations gouvernementales qui viennent, c'est il y a 2 semaines, là, lundi, il y a 2 semaines, que la ministre des Affaires municipales a présenté les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, et ça parle de protéger les milieux naturels. Ça parle de protéger la connectivité. Ça parle même de faire des passages phoniques. Donc, là, il y a beaucoup de municipalités, là ils sont en consultation. Alors, tous ceux, là, vous allez là, sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, il y a un formulaire, puis vous dites ce que vous voulez pour la biodiversité. Plus nombreux on va être, parce qu'il y a sûrement plein de gens qui vont s'opposer à ça, mais plus nombreux on va être à dire qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, plus les MRC, puis il y a beaucoup de responsabilités. Tu disais donner plus de responsabilités, entre autres au MRC. Beaucoup de ce qui est écrit dans ces orientations-là s'en vont dans des responsabilités qui sont données au MRC. Donc, on peut avoir, quand on est rendu au niveau des MRC, les citoyens, on appelle ça les gouvernements de proximité, c'est pas pour rien, on a beaucoup plus d'influence que sur le MELCC ou le MFFP ou tout ça. Donc, ça peut, si on joue bien nos cartes, j'ai comme l'impression qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes avec les MRC et les municipalités dans un avenir rapproché. Oui. Il y a comme un shift là, qui est en train de se faire que je trouve fort intéressant. Alors, on va prendre 2 dernières questions, monsieur et madame. Monsieur. Bonjour Louise, bonjour Catherine. Stéphane Tanguy, je suis directeur de Nature Canton de l'Est et Brice me demande de vous dire que depuis 2h30, je suis le nouveau président du RMN. Oh! Alors, oui, c'est ça. J'ai une drôle de question à poser. C'est une question de réflexion que j'ai présentement. On parle beaucoup de conservation volontaire, ça se fait principalement dans le sud du Québec. On est confronté au fait que, notamment, nos bailleurs de fonds, ils nous regardent en termes de superficie. On est dans une logique très comptable. Il faut en mettre de la superficie. Dans le sud du Québec, c'est pas toujours facile de mettre de la superficie. On y va lot par lot. Moi, je suis dans le coin de Mégantic. Les lots, c'est 40 hectares. Hey, 40 hectares à Brossard, tu n'auras jamais ça. C'est des plus petits lots. Fait qu'il y a une logique comptable de superficie qui est compliquée. On pourrait se faire questionner, ça ne m'est pas arrivé, mais il va falloir que je m'équipe en réponse. On pourrait se faire questionner sur pourquoi on encouragerait la conservation dans le sud du Québec alors qu'on veut atteindre des cibles de 30 %. Le sud du Québec, qu'est-ce que ça donne, de mettre ça là? Oui, tu as tout à fait raison. Puis c'est Continue, je vais te... Oui, bien là, j'ai des éléments de réponse qui me viennent. D'une part, moi, je trouve que de travailler en... Puis ça rejoint un peu ce que Catherine a dit. Travailler dans le sud du Québec, ça sensibilise les gens aussi à mettre de la pression sur l'importance de la conservation. Ça les sensibilise à ça. Ça les éduque à ça. Puis pour avoir été longtemps enseignant, je trouve que c'est une façon d'avoir de la prise puis d'être moins éco-anxieux. J'ai l'impression... Puis ça, c'est un mal aujourd'hui, l'anxiété puis l'éco-anxiété. Et moi, je ne suis pas éco-anxieux. Pourtant, je fais juste quelques petits gestes pour aider la conservation, mais j'ai l'impression d'avoir de la prise là-dessus, j'ai l'impression d'agir. Donc ça, je pense que surtout si on a de plus en plus de jeunes qui veulent mieux concilier leur vie avec la protection de la nature, bien, pour les convaincre de s'embarquer dans ce genre de choses-là, il y a ça aussi, avoir l'impression d'agir là-dessus. Moi, je ne suis pas stressé par rapport à l'avenir, vraiment. Je me dis, ah non, mais peut-être que c'est de l'aveuglement volontaire, là. Mais au moins, j'agis, j'ai l'impression d'avoir de la prise. Fait que c'est peut-être des arguments aussi comme ça qui sont un peu plus, on va dire, psychologiques, qui pourraient aussi aider à aller dans ce sens-là. Mais je vais vraiment avoir besoin, éventuellement, là, Louise, on s'en reparlera, là, mais d'arguments sur pourquoi la conservation dans le sud du Québec est importante quand tout ce qu'on nous demande, c'est d'atteindre des superficies puis des superficies. Ça, c'est vraiment un biais, parce que... Là, je vais dire quelque chose de pas fin. J'espère qu'il n'y a pas trop de fonctionnaires dans la salle. Il y en a un ex-fonctionnaire là, que je vois, mais je le connais. C'est enregistré, hein, ça va passer sur YouTube, alors faites attention. C'est pas grave, je vais le dire pareil. Je te l'ai dit des fois. C'est que c'est de la paresse intellectuelle. C'est facile de dire « Ah, faut protéger tant d'hectares. On veut 30 % en 20-30, le 30-30, 30 x 30, ça paraît bien. » C'est facile, c'est vendeur, c'est facile comme message. Mais tu as raison, moi je pense qu'on devrait avoir d'autres indicateurs que la superficie. Puis d'ailleurs, encore là, dans les OGAT, ils disent comment est-ce qu'ils vont mesurer qu'ils progressent. Ça va être les superficies.
Mais il faut développer d'autres indicateurs. Est-ce qu'il y a des habitats d'espèces menacées? Est-ce qu'ils sont bien connectés? C'est quoi la superficie de l'air protégé de ce site-là par rapport à d'autres sites? Il y a plein d'indicateurs qu'il va falloir développer pour vraiment dire Parce qu'une des critiques que j'ai lues d'une thèse de doctorat de M. Daumont et je ne me souviens plus du nom du doctorant, là, que l'efficacité de la conservation volontaire, on ne le sait pas trop. Nous, on le sait que c'est efficace parce qu'on connaît nos territoires. Est-ce qu'on le dit qu'on protège tant d'espèces? Est-ce qu'on le dit qu'on a, par exemple, à Sutton, on a une population en santé d'ours sur le massif des monts Sutton? Puis, curieusement, il n'y a jamais de problème avec les ours dans le village de Sutton. Pourquoi? Parce qu'on a une grande superficie de presque 5 km² non fragmentée où ils ont la sainte paix et où ils ont suffisamment de nourriture. Mais on n'en parle pas de ça. On parle, on a acquis une propriété de tant d'hectares, c'est tant d'hectares, c'est tant d'hectares, c'est tant d'hectares. Mais les hectares, puis c'est une critique aussi que je fais à certains groupes environnementaux que je n'aimerais pas ici, surtout que ça va être en public, où on ne focus que sur les superficies, atteindre la superficie, on ne focus pas sur qu'est-ce qu'il y a dans ce territoire-là. Puis je viens d'écrire un mémoire sur l'agrandissement du parc du Mont Orford. Très contents, ils ont doublé la superficie du parc du Mont Orford, mais ils en font un terrain de jeu. Ce qui fait qu'il y a des sentiers pour les chevaux, des sentiers pour les gens qui ont avec des chiens, des sentiers de vélo de montagne, des sentiers de fat bike, puis des sentiers pour le vrai monde qui font juste faire de la randonnée ordinaire. Hein? Mais la multiplication de ces sentiers-là dans un territoire qui est très étroit, l'agrandissement est très étroit, font que tous les efforts qu'on a faits pour maintenir un corridor à partir du Mont Sutton pour relier du Mont Orford arrive à un cul-de-sac dans le parc du Mont Orford parce qu'il n'y aura plus de place pour la nourriture, pour les animaux. Alors, c'est tout ça qu'il faut. Puis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'il y a une demande. Les gens demandent d'avoir accès à la nature. Mais si tu as juste 3 on est supposé avoir 30 du territoire qui est protégé en 2030. Mais là, pour l'instant, on met toutes les activités dans le 3,5 qu'on a en Estrie. Est-ce qu'on a besoin de faire du vélo de montagne dans une forêt de 200 ans? Sérieusement, là, moi, j'en fais du vélo de montagne, là, je ne regarde pas chaque arbre. Là. Je regarde où je m'en vais. Ça fait que, est-ce qu'on peut aussi voir le territoire autrement que quand on fait des aires protégées, que ce soit pour la protection de la biodiversité, mais qu'on fasse aussi d'autres aires où les gens peuvent se récréer, mais qu'on enlève la pression sur les aires protégées? C'est extrêmement important. Brice, est-ce que... Est-ce que tu veux préciser quelque chose? Oui, c'est comme un complément de réponse qui va rejoindre en fait ce que Louise et Catherine ont dit à travers leur présentation. Là, Louise, au début, tu nous parlais de la COP15 qui a été signée l'an passé. Puis l'objectif de la COP15, c'est un cadre mondial qui vise à freiner et à stopper la perte de biodiversité. Puis ce cadre mondial-là, il se divise en 23 cibles. Et il y a une des 23 cibles qui est de protéger 30% du territoire. Mais on parle que de celle-là. Cette cible-là, c'est la plus facile à communiquer pour les gouvernements, pour les médias, pour tout le monde. Fait qu'on a un gros devoir de communication à faire là-dessus aussi, pour arrêter d'avoir cette seule cible en tête, parce que le cadre mondial, c'est pas ça, c'est une des 23 cibles pour permettre de stopper la perte de biodiversité. Puis ça prend tout le monde aussi d'avoir des champions qui rappellent ça constamment pour se rappeler que c'est un objectif parmi d'autres pour stopper la perte de biodiversité. Tout à fait. Merci, Brice. En tout cas, vous communiquez très, très bien. Là, c'est bien parti. Alors, dernière question. Oui, bonjour. En fait, c'est suite à ce que tu viens juste de dire, parce que j'écoute la conférence, là, j'ai comme l'impression que toute la responsabilité va seulement sur les propriétaires privés pour protéger, mais non, qu'il y aurait d'autres moyens. Là, je voulais savoir ce que vous savez sur les terres publiques, parce qu'il y a de la coupe sur les terres publiques. Des fois, moi, j'ai un ami qui a une terre, justement, pas loin du lac Bouchette, Robertval. Puis juste à côté, ils ont coupé. Si lui, il décide de donner ou faire un don de servitude de sa terre, mais qu'à côté, il coupe, puis en haut, il coupe, est-ce que, tu sais, ça vaut encore la peine? Comment que les gouvernements, on peut les convaincre de eux aussi donner nos terres publiques? Est-ce que ça se fait? En fait, c'est la responsabilité du gouvernement de faire un réseau d'air protégé qui est cohérent. Oui, c'est ça. Puis, pour l'instant, je vais vous donner un exemple bête, mais c'est quand même un exemple important. Quand ils ont décidé, quand ils avaient fixé l'objectif de 10
C'était en 2012, là, si je me souviens de ma slide. Là. Ils sont réveillés peut-être 2 ans avant 2012, puis on dit « Oh mon Dieu, il faut atteindre 8 Puis là, ils sont gorochés, c'est le cas de le dire, pour aller chercher toutes des pinottes. D'ailleurs, si vous allez la voir, la carte des aires protégées du Québec, excusez-moi, là, mais c'est des pinottes d'habitat, des 200 hectares d'un écosystème forestier exceptionnel. Un 100 hectares de sites de biodiversité identifiés. C'est des... Non, je ne dirais pas ce que je suis en train de penser. C'est vraiment des petits milieux entourés de coupes forestières, comme la propriété de votre ami. Qu'est-ce que ça va valoir, ce milieu-là? Donc, il faut plus de cohérence de comment on protège le territoire. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de coupe forestière, mais il faut y penser à la conservation avant de penser au plan de coupe. Puis là, on ne fait pas ça, on le fait inversement. D'ailleurs, le gouvernement a annoncé en grande pompe il y a à peine quelques mois qu'il ferait en terre publique, qu'il ferait un parc avec le territoire du Pic-Moican, avec la communauté de Pessamit, avec la Première Nation Innu de Pessamit. Là, ils sont arrivés, puis là, ils ont dit, OK, vous avez proposé une aire protégée. Là, ils sont revenus, puis là, ils ont négocié. Le gouvernement a négocié avec l'entreprise forestière, donc avec le ministère des Forêts, puis ils ont modifié, mais sans consulter les Premières Nations. Le gros problème qu'on a, c'est l'espèce de cohérence. Oui, on veut faire des aires protégées, mais la Première Nation est là, l'industrie forestière est là avec le ministère des Forêts, parce que ça travaille main dans la main, mais c'est correct. C'est un ministère à vocation économique, comme les mines, donc c'est correct qu'ils travaillent avec les industriels. Ce n'est pas le fonctionnaire qui va couper le bois, c'est l'industriel. Puis là, l'arbitrage se fait là, au lieu que ces gens-là se parlent, puis identifient c'est quoi les enjeux, pourquoi moi je trouve ça important, pourquoi toi tu trouves ça important, c'est base sur quoi pour ça. L'arbitrage se fait en haut. Donc, c'est voué à la confrontation. Cette cohérence-là, ça marche par de la vraie concertation, ce qu'on ne fait pas au Québec. Merci beaucoup. Donc, merci Louise, merci Catherine. Merci au Réseau des milieux naturels protégés d'avoir initié cette soirée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère vous revoir pour nos prochains événements.